Le 15 mars 2019, dans le petit village de Mbandaka, une dizaine de corps sont découverts dans une case abandonnée. Tous portent les mêmes marques mystérieuses sur le front et les mains. L'homme que tous vénéraient comme leur sauveur depuis 15 ans venait de disparaître sans laisser de traces. Pendant des années, Dr Camo avait soigné les malades avec ses remèdes ancestraux, redonnant espoir aux familles désespérées. Sa réputation dépassait les frontières du village, attirant des pèlerins de tout le continent. Mais quand les enquêteurs découvrent le véritable contenu de ces potions et l'identité réelle de cet homme, ils comprennent qu'ils font face au plus grand mystère criminel de la décennie. Dr Camo était arrivé à Mbandaka en 2004, portant simplement un sac de cuir usé et une réputation qui le précédait. Grand homme aux cheveux grisonnants, il possédait ce regard perçant qui semblait lire dans les âmes. Les villageois l'avaient accueilli avec méfiance, comme tout étranger, mais sa première guérison miraculeuse avait tout changé. La petite Amina, fille du chef du village, agonisait depuis des semaines d'une fièvre que personne ne parvenait à soigner. Les médecins de la capitale avaient renoncé. En une nuit, les herbes de Camo l'avaient remise sur pied. Le village entier avait alors compris qu'un homme exceptionnel venait de s'installer parmi eux. Camo s'était construit une petite hutte à l'orée du village, entourée d'un jardin où poussaient des plantes aux propriétés mystérieuses. Il ne parlait jamais de son passé, prétendant que seul le présent comptait. Les villageois respectaient ce silence, trop reconnaissant pour poser des questions indiscrètes. Vers 2010, certains habitants commencèrent à remarquer des détails étranges. Camo ne vieillissait pas comme les autres. À plus de 60 ans, il conservait une vitalité troublante. Ses cheveux gris ne blanchissaient pas davantage, sa peau restait ferme. Quand on lui faisait remarquer, il riait et attribuait cela à ses propres remèdes. Plus troublant encore, ses patients développaient parfois une dépendance étrange à ses traitements. Il revenait sans cesse, prétendant ne pas pouvoir vivre sans ses potions. Camo expliquait que certaines maladies nécessitaient un suivi régulier, mais quelques anciens du village commençaient à s'inquiéter. Le comportement du guérisseur changeait aussi. Il organisait des cérémonies nocturnes auxquelles seuls certains patients étaient conviés. Des chants étranges résonnaient alors dans la nuit, mêlés à des fumées colorées qui s'échappaient de sa hutte. Quand les curieux s'approchaient, Camo les renvoyait fermement, affirmant que ces rituels étaient sacrés. Les disparitions occasionnelles de voyageurs de passage commençaient également à préoccuper. Camo prétendait ne pas les avoir vus, mais son attitude devenait évasive dès qu'on abordait le sujet. 30 ans plus tôt, dans une université de médecine européenne, le jeune Marcus Weinstein brillait par son intelligence exceptionnelle. Fils d'un riche industriel, il avait tout pour réussir. Mais sa fascination pour les médecines alternatives et l'occultisme l'avait mené sur des chemins dangereux. Lors d'un voyage d'études au Bénin en 1995, Marcus avait rencontré un véritable sorcier vaudou. L'homme lui avait enseigné des secrets ancestraux en échange d'une somme considérable. Mais le prix réel était bien plus élevé. Pour acquérir ses pouvoirs, Marcus devait abandonner son identité et nourrir régulièrement les esprits avec des offrandes humaines. De retour en Europe, Marcus avait commencé à expérimenter, d'abord sur des animaux, puis sur des patients en phase terminale, dans l'hôpital où il effectuait son stage. Quand les autorités avaient commencé à soupçonner quelque chose, il avait fui vers l'Afrique, assumant l'identité de Dr Camo. Les véritables pouvoirs qu'il avait acquis n'étaient pas surnaturels, mais résultaient d'une connaissance approfondie des plantes psychotropes et des techniques de manipulation mentale. Sa longévité apparente venait de chirurgie esthétique discrète et de traitements hormonaux expérimentaux. Vers 2015, l'activité de Camo s'intensifia dangereusement. Il avait perfectionné sa méthode, identifié les patients les plus vulnérables, les rendre dépendants de ses traitements, puis les manipuler psychologiquement. Ces cérémonies de guérison étaient en réalité des séances d'hypnose collective où il programmait ses victimes. Le village prospérait grâce à l'afflux de pèlerins venus consulter le célèbre guérisseur. L'argent coulait à flot, corrompant même les autorités locales. Camo avait su s'entourer de complices, récompensant généreusement ceux qui fermaient les yeux sur ses activités suspectes. Mais ses besoins grandissaient. Les offrandes occasionnelles ne suffisaient plus. Il commença à organiser des voyages spirituels pour ses patients les plus fidèles, prétendant les emmener dans des lieux sacrés. En réalité, il les conduisait vers des sites isolés où ils disparaissaient définitivement. Les familles inquiètes recevaient des messages expliquant que leurs proches avaient choisi de se retirer du monde pour se consacrer à la spiritualité. Camo fournissait même parfois de fausses lettres rédigées sous hypnose par les victimes elles-mêmes.
Camo avait développé un réseau complexe s'étendant sur plusieurs pays. Des complices dans les capitales lui fournissaient de nouveaux patients, attirés par sa réputation grandissante. Il avait même créé un site internet discret, présentant des témoignages de guérisons miraculeuses soigneusement orchestrées. Sa technique était rodée: isoler progressivement les victimes de leur famille, créer une dépendance psychologique totale, puis les faire disparaître quand elles n'étaient plus utiles. Il conservait leurs effets personnels comme trophées, stockés dans une cave secrète sous sa hutte. Les autorités recevaient parfois des signalements de familles inquiètes, mais Camo avait su corrompre les bonnes personnes. Les enquêtes étaient bâclées, les témoins intimidés. Son statut de guérisseur respecté le protégeait de tout soupçon sérieux. Le plus troublant était sa capacité à convaincre ses victimes de participer à leur propre destruction. Sous l'emprise de ses drogues et de sa manipulation, elles défendaient leur bourreau jusqu'au bout. Certaines allaient même jusqu'à recruter de nouvelles victimes dans leur propre famille. En 2018, Marie Dubois, une journaliste française, arriva à Mbandaka pour réaliser un documentaire sur les médecines traditionnelles. Contrairement aux autres visiteurs, elle observait tout avec un œil critique. Quelque chose dans l'attitude de Camo la dérangeait. Elle remarqua que plusieurs patients présentaient des signes de malnutrition sévère malgré les prétendues guérisons. Leur famille semblait appauvrie, ayant tout donné aux guérisseurs. Plus étrange encore, certains patients parlaient de Camo comme s'il était une divinité, incapable de formuler la moindre critique. Marie commença à enquêter discrètement. Elle découvrit que plusieurs personnes venues consulter Camo au cours des années précédentes n'étaient jamais rentrées chez elle. Quand elle posait les questions, les villageois devenaient évasifs, visiblement terrorisés. Un soir, elle surprit une conversation entre Camo et un homme qui semblait être son lieutenant. Il parlait de nettoyer avant l'arrivée d'une inspection. Marie comprit qu'elle avait touché quelque chose de très dangereux. Elle décida de quitter le village immédiatement, mais il était déjà trop tard. Camo avait remarqué l'intérêt inhabituel de la journaliste. Cette nuit-là, il envoya ses hommes pour l'enlever, mais Marie avait anticipé le danger. Elle s'était cachée dans la forêt, emportant avec elle les preuves qu'elle avait rassemblées. Pendant 3 jours, elle survécut dans la jungle, poursuivie par les complices de Camo. Elle avait réussi à envoyer un message à son rédacteur en chef avant de fuir, lui demandant de prévenir les autorités si elle ne donnait pas de nouvelles. Camo était furieux. Pour la première fois en 15 ans, quelqu'un avait réussi à s'échapper. Il savait que son empire était menacé. Il décida d'accélérer ses plans et de quitter définitivement le village, mais pas avant d'avoir nettoyé tous les témoins gênants. Les patients les plus fidèles furent convoqués pour une cérémonie de purification ultime. Camo leur expliqua qu'il devait rejoindre les esprits pour l'aider dans sa mission divine. Sous l'emprise de ces drogues, ils acceptèrent sans résister. Marie réussit finalement à atteindre la route principale et à contacter les autorités. Mais quand les forces de l'ordre arrivèrent à Mbandaka, Camo avait déjà disparu. La case où les corps furent découverts était située à l'écart du village principal. Les victimes étaient disposées en cercle, portant toutes les mêmes marques rituelles. L'analyse toxicologique révéla la présence de plusieurs substances psychotropes dans leur organisme. Mais ce qui choqua le plus les enquêteurs fut l'état des lieux. La cave secrète de Camo contenait des centaines d'objets personnels, bijoux, photos, documents d'identité. Chaque item était soigneusement étiqueté avec un nom et une date, un véritable musée des horreurs. Les registres manuscrits de Camo révélaient l'ampleur du désastre. Plus de 200 personnes avaient disparu au cours des 15 dernières années. Certaines étaient mortes lors des rituels, d'autres avaient été vendues à des réseaux de trafic humain, quelques-unes avaient été utilisées pour des expériences médicales illégales. Le témoignage de Marie Dubois permit de comprendre le modus operandi de Camo. Elle décrivit un homme d'une intelligence exceptionnelle, capable de manipuler les foules avec un talent terrifiant. Sa connaissance des plantes et des techniques d'hypnose en faisait un prédateur redoutable. L'affaire prit une dimension internationale quand on découvrit que Camo avait des complices dans plusieurs pays africains et européens. Interpol lança un avis de recherche mondial, mais l'homme semblait avoir disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs reconstituèrent peu à peu sa véritable identité. Marcus Weinstein était recherché en Europe depuis 1998 pour plusieurs meurtres dans des hôpitaux. Il avait réussi à échapper aux autorités grâce à de fausses identités et à la corruption. Ses comptes bancaires offshore contenaient plusieurs millions d'euros, fruits de 15 années d'escroquerie et de chantage. Il avait également investi dans des laboratoires clandestins produisant des drogues de synthèse écoulées dans le réseau international. La traque révéla l'existence d'un réseau de faux guérisseurs opérant selon le même modèle dans toute l'Afrique subsaharienne.
Camo n'était que la partie visible d'un iceberg criminel d'une ampleur insoupçonnée. Les survivants qui acceptèrent de témoigner dressèrent un portrait glaçant de leur bourreau. Ils décrivaient un homme capable de passer de la compassion la plus touchante à la cruauté la plus froide en quelques secondes. Fatou, une des rares rescapées, expliqua comment Camo l'avait progressivement isolé de sa famille. Il nous disait que nos proches ne comprenaient pas notre élévation spirituelle. Petit à petit, nous ne vivions plus que pour lui. Les témoignages révélaient aussi l'existence de cercles intérieurs parmi les patients. Ceux qui montraient une dévotion totale étaient initiés au mystère supérieur et devenaient des complices actifs. Ils participaient aux enlèvements et aux rituels, complètement dépossédés de leur libre arbitre. Le plus troublant était l'affection sincère que certaines victimes continuaient à éprouver pour leurs tortionnaires. Même après avoir découvert la vérité, elles refusaient de le condamner, persuadées qu'il avait agi pour leur bien spirituel. Les enquêteurs découvrirent que Camo avait conservé des contacts en Europe. Il finançait discrètement des laboratoires de recherche travaillant sur les substances psychotropes et les techniques de manipulation mentale. Ces expériences africaines servaient à tester des méthodes destinées à être utilisées en Occident. Un réseau de complices européens lui fournissait régulièrement de nouveaux patients, principalement des personnes fragiles attirées par les médecines alternatives. Ces victimes étaient convoyées vers l'Afrique sous prétexte de retraite spirituelle. La police découvrit également que Camo avait créé plusieurs identités de secours. Il possédait des passeports de différents pays et des comptes bancaires sous de faux noms. Son évasion avait été préparée de longue date. Plus inquiétant encore, les enquêteurs trouvèrent des preuves qu'il avait formé des disciples dans plusieurs pays. Ces individus appliquaient ces méthodes à plus petite échelle, créant un réseau international de manipulation et d'exploitation. 3 mois après sa fuite, Camo fut repéré à Marrakech au Maroc. Il avait changé d'apparence, mais conservé ses habitudes. Il fréquentait les milieux ésotériques, cherchant de nouvelles victimes potentielles. Les autorités marocaines, alertées par Interpol, organisèrent une surveillance discrète. Camo semblait préparer un nouveau projet, rencontrant régulièrement des individus suspects. Il avait loué une villa isolée dans les montagnes de l'Atlas, équipée d'un laboratoire sommaire. Mais l'homme était devenu paranoïaque. Il changeait constamment de domicile, utilisait plusieurs téléphones et ne faisait plus confiance à personne. La traque l'avait profondément marqué, transformant le manipulateur confiant en fugitif désespéré. Le 8 novembre 2019, les forces spéciales marocaines donnèrent l'assaut. Camo opposa une résistance acharnée, utilisant des gaz toxiques pour tenter d'échapper à ses poursuivants. Il fut finalement capturé, mais pas avant d'avoir tenté de s'empoisonner. Le procès de Marcus Weinstein, alias Dr Camo, s'ouvrit en janvier 2020 et devant un tribunal international. Les charges retenues étaient accablantes. Meurtre en série, trafic d'êtres humains, association de malfaiteurs, escroquerie à grande échelle. Camo avait choisi de se défendre seul, refusant l'aide d'avocats. Pendant des semaines, il tenta de convaincre le jury qu'il était un incompris, un visionnaire essayant de libérer l'humanité de ses souffrances. Ses plaidoiries délirantes révélaient un homme complètement coupé de la réalité. Les témoignages des victimes bouleversèrent l'opinion publique. Certaines, encore sous l'emprise psychologique de leur bourreau, continuaient à le défendre. D'autres, libérées de son influence, décrivaient l'enfer qu'elles avaient vécu. Le procès révéla aussi l'ampleur des complicités. Plusieurs officiels africains et européens furent poursuivis pour corruption. Le réseau de Camo avait infiltré des institutions sanitaires, des services de police et même des ambassades. Les expertises psychiatriques révélèrent le profil d'un psychopathe d'une intelligence exceptionnelle, capable de manipuler les foules avec un talent terrifiant. Camo ne ressentait aucune empathie pour ses victimes, les considérant comme des cobayes nécessaires à ses expériences. Son journal intime, découvert lors de son arrestation, contenait des descriptions détaillées de ses méthodes. Il y décrivait avec une précision clinique les techniques de manipulation mentale, les dosages de drogue, les rituels conçus pour briser la résistance psychologique. Les enquêteurs découvrirent qu'il avait filmé certains de ces traitements. Ces vidéos, utilisées comme preuve au procès, montraient un homme jouissant de la souffrance qu'il infligeait. Le contraste entre son personnage public de guérisseur compatissant et sa vraie nature était saisissant. L'expertise financière révéla qu'il avait détourné plus de 50 millions d'euros au cours de sa carrière criminelle. Cet argent avait servi à financer ses expériences, corrompre ses complices et préparer sa fuite. Le procès de Camo eut des répercussions mondiales. Il révéla les failles du système de santé dans de nombreux pays, l'absence de contrôle sur les médecines traditionnelles
et la facilité avec laquelle un criminel pouvait échapper aux autorités. Plusieurs gouvernements africains furent contraints de démissionner, compromis dans l'affaire. Des réformes urgentes furent adoptées pour encadrer les pratiques de guérisseurs traditionnels et renforcer les contrôles frontaliers. En Europe, l'affaire suscita un débat sur les médecines alternatives. Plusieurs centres de thérapie holistique furent fermés après avoir été soupçonnés de liens avec le réseau de Camo. La méfiance du public envers ces pratiques s'accrut considérablement. Les victimes survivantes eurent droit à des indemnisations, mais beaucoup restèrent marqués à vie. Un centre de soins spécialisé fut créé pour les aider à se reconstruire psychologiquement. Le 15 juillet 2021, Marcus Weinstein fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le tribunal le condamna à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence fut accueillie par les applaudissements des familles de victimes présentes dans la salle. Camo écouta le verdict sans broncher, conservant jusqu'au bout son masque de fausse sérénité. Ces derniers mots au tribunal furent cas. L'humanité n'était pas prête pour ma vision, mais d'autres continueront mon œuvre. Cette phrase glaça l'assistance. Elle confirmait l'existence d'autres criminels appliquant ces méthodes à travers le monde. La traque de ses complices se poursuivrait pendant des années. Le procès avait duré 8 mois, mobilisant des dizaines d'enquêteurs et coûtant plusieurs millions d'euros. Mais il avait permis de démanteler un réseau criminel d'une ampleur exceptionnelle et de rendre justice aux victimes. Après la condamnation de Camo, les enquêteurs se concentrèrent sur le démantèlement de son réseau. Plusieurs opérations internationales furent menées, aboutissant à l'arrestation de dizaines de complices. En France, 3 thérapeutes furent arrêtés pour avoir appliqué les méthodes de Camo. Ils opéraient dans des centres de bien-être, ciblant des personnes fragiles. Leur procès révéla l'existence d'un véritable manuel de manipulation rédigé par Camo lui-même. En Allemagne, un laboratoire clandestin produisant les drogues utilisées par le réseau fut découvert. Les scientifiques qui y travaillaient furent condamnés pour complicité d'empoisonnement et trafic de stupéfiants. Mais certains complices réussirent à échapper aux autorités. Des témoignages continuaient d'arriver, signalant l'existence de nouveaux guérisseurs suspects dans différents pays. La vigilance restait de mise. Aujourd'hui, Marcus Weinstein purge sa peine dans une prison de haute sécurité. Âgé de 75 ans, il refuse tout contact avec l'extérieur et passe ses journées à rédiger des mémoires que personne ne lira jamais. Son histoire reste un avertissement sur les dangers de la manipulation mentale et de l'exploitation de la détresse humaine. L'affaire Camo a changé la façon dont nous appréhendons les médecines alternatives. Elle a montré qu'une régulation stricte était nécessaire pour protéger les patients vulnérables. Mais elle a aussi révélé la fragilité de nos sociétés face aux manipulateurs charismatiques. Les victimes survivantes continuent leur reconstruction, soutenues par des associations d'aide. Certaines ont témoigné publiquement, transformant leur traumatisme en force pour aider d'autres. Leur courage inspire le respect et montre que l'être humain peut surmonter les pires épreuves. Cette histoire nous rappelle qu'il existe des prédateurs capables d'exploiter nos faiblesses les plus intimes. La vigilance et l'esprit critique restent nos meilleures défenses contre ces manipulations. Car, comme le disait un survivant, le mal peut prendre le visage du bien, mais il ne peut pas en avoir l'âme. L'ombre de Camo plane encore sur certaines communautés, mais sa chute a libéré la parole et permis à la vérité de triompher. Dans cette victoire fragile réside peu, être l'espoir d'un monde plus juste.